Le CORAM, c'est une association, loi 1901, qui fédère en fait toutes les races locales qui sont situées en zone de montagne. CORAM, ça veut dire collectif des races locales de massif. Donc que ce soit dans les Pyrénées, les Alpes, le Massif central, les Vosges ou la Corse. Une association qui regroupe plusieurs races. Des races locales. Alors qu'est-ce qu'une race locale? C'est une race qui est concentrée principalement dans un département ou dans 2 ou 3 départements, mais qui est très concentrée au niveau de sa répartition géographique. Et la particularité des races locales qui sont fédérées dans notre association, c'est qu'elles sont situées en zone de montagne, en zone de massif, c'est-à-dire que plus de 80% des effectifs de ces races-là sont situés en zone de montagne. L'association regroupe à la fois des bovins et des ovins, donc des vaches et des moutons. Et on couvre 4 filières, à la fois la filière viande et la filière lait. Donc ça va faire la filière ovin-viande, bovin-viande, ovin-lait et bovin-lait. C'est les 4 filières qui sont représentées dans l'association, sachant que sur les Pyrénées, en fait, on ne va avoir que 3 filières qui sont représentées, 3 organismes de sélection, la filière bovin-viande, l'organisme de sélection de la race gasconne que vous avez présenté là, géré au sein de l'organisme Groupe Gascon. L'organisme de sélection qui va s'appeler Race ovine allaitante des Pyrénées centrales, la filière ovin-viande, donc principalement représentée par des brebis tarasconnaises. Sur le massif des Pyrénées, c'est environ 150 000 brebis. Donc c'est vraiment la race emblématique des Pyrénées. Ensuite on va avoir quelques races à petits effectifs, la castillanaise, la lourdaise, l'auroise ou la barégeoise, qui sont des races dites à petits effectifs ou races en conservation, c'est-à-dire qui ont un objectif aujourd'hui de conservation de la diversité génétique des races du cheptel français. Et on peut parler de la barégeoise comme une race qui a aussi une certaine vocation économique, puisque c'est la race support notamment de l'AOC mouton Barège Gavarnie, qui est une viande sous AOC, et la particularité du mouton Barège Gavarnie, c'est un mouton. C'est pas de l'agneau. Ce qu'il faut savoir, ce qu'on trouve dans les supermarchés aujourd'hui, c'est principalement de l'agneau, hein, donc un animal qui est âgé de moins de 6 mois. Dans le cas de l'AOC Barège Gavarnie, c'est un animal qui est plus vieux et qui a passé au moins un été en estive. Donc c'est vraiment une viande très très particulière qui est produite près du cirque de Gavarnie, un site hautement touristique. Voilà. Alors que dans la tarasconnaise, on est vraiment sur une race, la race économique des Pyrénées, et qui va être support notamment de la filière agneau des Pyrénées, filière qui se développe petit à petit. Et aujourd'hui on trouve de l'agneau des Pyrénées principalement sur Toulouse, mais on peut en trouver aussi sur Paris. Et l'association des races ovines laitières des Pyrénées-Atlantiques, basco-béarnaise, manèche-tête noire, manèche-tête rousse, la filière ovin-lait, et la filière ovin-lait, je dirais même plutôt jusqu'à dire que c'est une filière ovin-fromager, puisque en fait en ovin laitier, la totalité du lait produit est transformée en fromage, soit au niveau fermier, soit par des industriels. Donc la filière ovin laitier, c'est bien la filière du Pays Basque, autour de l'osso irati notamment, comme signe officiel de qualité. Donc grosso modo, au sein de l'association, vous allez avoir 8 races ovines et une race bovine pyrénéenne. Un organisme de sélection, c'est un organisme qui est chargé de gérer la population raciale, c'est-à-dire de bien vérifier que les animaux qui naissent sont conformes aux standards de la race. L'organisme de sélection travaille principalement sur les caractères maternels, c'est-à-dire qu'on veut des bonnes mères qui font des veaux facilement, qui les élèvent bien dans l'environnement difficile de la montagne. L'association a été constituée en 2007 pour porter au niveau national la voix des races de montagne qui étaient souvent ignorées par les grandes races et puis les instituts nationaux, les instituts de recherche qui ont tendance à travailler principalement sur le toujours plus de viande, toujours plus de croissance, toujours plus d'adaptation, je dirais, au produit fini qu'est la viande. Et les races de montagne, eh bien, elles disent il n'y a pas que ça, il y a la viande mais il y a aussi
le travail de l'éleveur. Et dans la sélection animale, il y a effectivement la sélection pour la viande ou pour le lait, mais il y a aussi la sélection des caractères d'adaptation au milieu, la capacité à transhumer, la capacité à produire et à se reproduire en milieu difficile. Si vous prenez des animaux de race spécialisée, ce qu'on va voir, c'est qu'elles vont être forcément beaucoup plus productives que nos races locales de massif, mais elles sont plus productives en plaine. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, d'accord, on a une race aujourd'hui qui produit beaucoup de lait dans des conditions très intensives, particulières, en plaine, avec beaucoup d'aliments, etc. Et puis on a toute une kyrielle de petites races qui sont adaptées à d'autres territoires, plus réduits, qui sont plus performantes dans des conditions difficiles. Et le patrimoine génétique que cela représente, eh bien, qui sait, peut-être dans quelques années, elles auront des atouts que ces vaches en plaine n'ont pas. Lorsqu'on arrive dans des conditions beaucoup plus difficiles, si on n'a pas beaucoup d'intrants, beaucoup d'aliments, beaucoup de produits végétaux, etc., eh bien, ces races, elles vont beaucoup moins produire ou à la rigueur au même niveau que nos races à nous qui sont parfaitement adaptées à ces systèmes-là. C'est-à-dire que nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment un optimum de production par rapport au milieu qui est le nôtre, qui est le milieu montagnard. Les races locales de massif, c'est une biodiversité à part entière. Quand on parle biodiversité, on pense avant tout aux fleurs, d'abord, la diversité florale, naturelle, les prairies, etc. On pense à la biodiversité sauvage animale, les ours ou les loups qui peuvent poser quelques soucis, notamment dans les Pyrénées. Mais on ne pense jamais à cette biodiversité domestique. Lorsqu'on parle d'une vache, elles n'ont pas toutes la même couleur. On n'a pas que la vache noire et blanche qu'on voit dans les publicités, etc., qui est effectivement la vache majoritaire pour produire du lait au niveau français et même mondial. Mais on a d'autres races qui n'ont pas les mêmes caractéristiques, qui n'ont pas la même génétique. Aujourd'hui, on sait très bien que la Primolstein, pour ne pas la citer, eh bien, elle produit beaucoup de lait, beaucoup. Mais d'un autre côté, on a des problèmes de fertilité parce que produire du lait, ça va à l'encontre de la fertilité. Donc on a du mal à produire des veaux. Si on a du mal à produire des veaux, ben, on n'a pas de lait derrière. Et aujourd'hui, on a tendance à revenir en arrière. Et nous, dans nos races qui sont moins productives, ben, qui ont plus de caractère maternel, on va retrouver ces caractéristiques déjà sous la main qui peuvent servir à la filière en général. On voit que dans les pratiques aujourd'hui, on va plus vers une relocalisation des productions, des consommations. Hein. C'est une tendance sociétale forte. Eh bien, nos signes officiels de qualité qui sont produits en montagne, ils vont trouver toute leur place dans une consommation plus locale, plus respectueuse de l'environnement que l'agriculture intensive. Et donc l'association, elle défend ce concept-là, un lien entre une race, un territoire fragile, divers, et puis un produit de qualité. On achète aussi du paysage et de l'entretien de ces territoires qui ont une vocation touristique derrière et qui accueillent ces populations citadines l'été ou l'hiver en vacances. Et ça, c'est un point qui n'est jamais mis en avant, mais qui est très important, c'est qualité du produit, mais aussi qualité environnementale. On fait vivre des hommes dans ces zones-là, qui entretiennent ces territoires, qui nous accueillent l'été ou l'hiver pour nos vacances. Les éleveurs qui élèvent ces races-là, leur vocation première, c'est bien de vivre de leur métier. Hein, on n'est pas dans l'écomusée, les derniers des Mohicans. On habite un territoire difficile, mais on est capable de vivre de ce que l'on produit. Et c'est un peu l'objectif de toutes les races qui sont fédérées au sein du collectif. Garder cette vision d'économie, d'optimum de production par rapport au milieu, c'est-à-dire on est sur des éleveurs qui aiment leur territoire, qui est un territoire fragile, diversifié, beaucoup de biodiversité, et s'ils veulent continuer à pouvoir vivre de leur production sur ces territoires, il faut les préserver, il faut les entretenir, il faut les utiliser au mieux. Hein, donc il y a, je dirais, dans les éleveurs qui utilisent ces races-là, on a bien cette notion de préservation de l'écologie et des systèmes qu'ils occupent, parce que s'ils les dégradent, de toute façon, c'est leur métier dans l'avenir qui disparaîtra aussi. Alors ça, c'est un volet important aussi de nos races situées dans les massifs.
Si je prends la race Gasconne par exemple, c'est une vache qui est d'un format assez trapu, hein, avec des membres forts adaptés à la marche. Il y a des critères très importants sur la couleur de l'animal. On est sur une vache blanche, avec un taureau aussi qui est blanc et noir. Et puis on va avoir un veau qui va naître roux et qui, lorsqu'il va grandir, va prendre cette teinte blanche argentée typique de la race Gasconne. Je dirais la contrepartie négative dans ces races-là, c'est que lorsqu'on travaille sur les caractères maternels, souvent c'est au détriment de la conformation notamment et des caractères dibouchés. Hein, c'est d'avoir des vaches qui ont, ou des veaux plutôt, qui ont beaucoup de conformation, beaucoup de viande, donc qui intéressent les filières qui veulent des carcasses forcément lourdes avec beaucoup de viande dessus. Et dans ces races-là, effectivement, elles sont un peu désavantagées par des races qui sont plus élevées et sélectionnées dans les plaines. Alors la façon qu'on a trouvé de contrebalancer ça, c'est souvent de croiser les animaux. C'est-à-dire qu'on a une très bonne mère, hein, la vache Gasconne, et on va la croiser soit avec du charolais, du blonde d'Aquitaine ou du limousin, qui sont des races qui ont à très bonne conformation pour faire des veaux parfaitement adaptés à la filière. Je suis technico-commercial à la coopérative Synergie Bétail et Viande. Je suis ici aujourd'hui au Prat d'Albis, sur le site du Prat d'Albis, en tant qu'acheteur de broutards principalement et de bovins maigres pour l'engraissement. Donc le principe aujourd'hui, c'est les éleveurs se rassemblent pour attraper les animaux. Bon, l'estive est immense, il y a plus de 1000 hectares là. Donc il y a je pense une vingtaine d'éleveurs. Donc ils viennent tous le même jour attraper les animaux et ils vendent chacun leurs animaux. Et ensuite tout se fait sur la journée, donc le matin on rassemble, après il y a le casse-croûte ensemble avec les éleveurs. Et ensuite chacun vend et on charge le soir pour les centres d'allottement. En fait, si vous voulez, ici c'est une zone, toute la zone, là c'est essentiellement des naisseurs. C'est-à-dire qu'ils élèvent des mères, ils font naître et ils font peu d'engraissement. Bon, ici on n'a pas il y a le maïs en plaine, mais il y a peu de culture. Donc les gens, ils ramassent les fourrages juste pour les mères, quoi, pas pour engraisser. L'intérêt, bon, tous les éleveurs du coin, là, du canton, qui montent les animaux, ils ont donc la possibilité de faire pâturer tout l'été, enfin, du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, les animaux sur ces zones sans que ça coûte très cher, quoi. C'est un système économique et puis en même temps ça entretient le paysage. Bon, vous voyez, aujourd'hui il y a pas mal de touristes aussi qui viennent voir le spectacle, quoi, entre guillemets, ou d'autres éleveurs du coin qui viennent se rendre compte, un peu prendre la température, voir quels sont les cours. Des fois c'est un peu dur, les relations avec les éleveurs, tout ça, il y a une relation commerciale des fois un peu tendue. Et bon, quand je vois le paysage, je me dis qu'il y en a qui paieraient pour être à ma place, donc ça me console, ça me soulage. Après, moi j'ai une formation agricole, j'ai un BTS, et voilà, maintenant ça fait 15 ans que je suis dans ce métier. Après, on essaye d'établir avec les éleveurs une relation de confiance. Bon, il y a toujours un aspect commercial, mais bon, la plupart des éleveurs, je les connais bien. Bon, globalement, ça se passe bien, quoi. C'est des veaux qui ont quel âge là? Alors là, ce qu'on a sous les yeux, c'est des veaux qui ont à peu près 6-7 mois, qui sont nés entre janvier, février et mars. Et ils font à peu près 250 kg. Donc c'est des veaux qui sont venus, bien sûr l'intérêt de la race Gasconne, c'est que c'est des animaux qui sont venus, je veux dire, avec l'air du temps, avec ce qu'ils trouvent sur l'estive. Donc c'est une race rustique qui arrive à mener son veau. Vous voyez, il y a des veaux avec une conformation correcte, un poids correct, sans que ça coûte très cher, quoi, en complément alimentaire. Donc ces animaux-là, bon, en général, ne sont pas très lourds, mais non, et ont un coût de revient relativement faible. Les débouchés principaux, on a un débouché sur l'Alsace. Dans les Gascons, on travaille avec une coopérative là-haut et on envoie les animaux là-haut. Et ensuite, ils partent sur les marchés de l'engraissement, c'est-à-dire l'Italie et l'Espagne.
Vous, en tant qu'acheteur, qu'est-ce que vous appréciez dans la race gasconne? Ce que moi j'apprécie, c'est ce que les engraisseurs apprécient, c'est-à-dire c'est des animaux qui aujourd'hui sont maigres dans le sens, c'est pas péjoratif quand je dis maigre, c'est des animaux qui ne sont pas engraissés. Donc quand on les met à l'engraissement, là ces animaux-là ils vont partir demain ou après-demain dans un atelier d'engraissement et là en général ils démarrent de suite et ils ont une croissance vraiment importante, enfin 1,2 kg, 1,3 kg de croissance par jour. Et c'est ce qui fait l'intérêt de cette race, quoi. C'est une race économique, il y a peu de problèmes de pattes, enfin c'est voilà, c'est ce qu'on a, c'est la race rustique par excellence. Alors la race gasconne, en effectif aujourd'hui, c'est à peu près 20 000 vaches. 20 000 vaches qui sont à 85% situées sur les 4 départements, Haute-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège et Aude. Une race qui est quand même très attachée à son territoire. Donc 20 000 vaches, on est sur une population qui commence à être conséquente, en étant loin, je dirais, des grandes races spécialisées qui tournent autour de, on va dire, 500 000 bêtes à 2 millions pour la principale, qui est la race charolaise. Alors comme on peut le voir, c'est une race qui a des membres assez costauds, adaptés à la marche, puisque c'est une race qui est adaptée au pastoralisme et à l'estive. C'est une race aussi qui a des adaptations particulières au milieu montagnard. On peut voir que le tour des yeux est noir, par exemple. Le tour des yeux noirs, c'est ce qu'on appelle des lunettes, c'est pour protéger du soleil qui est notamment assez fort en zone de montagne. On a les onglons, les sabots qui sont noirs aussi, et on a montré qu'en fait les onglons noirs, donc les sabots noirs, sont en général plus résistants que des sabots clairs qui sont caractéristiques plus des races de plaine. Donc ça, c'est une adaptation aussi aux sentiers rocailleux de la montagne. Et puis l'autre caractéristique, c'est les muqueuses noires. C'est une adaptation notamment aux insectes piqueurs, puisqu'il y a moins de fragilité aux insectes piqueurs sur des animaux qui ont les muqueuses noires. Donc on peut voir des veaux croisés aussi, là, à l'image. Tout ce qui est brun en fait, ou blond, sont des animaux croisés. C'est ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'on utilise des mères de race gasconne et on les croise avec des races spécialisées, soit blond, soit limousin, soit charolais, pour avoir des animaux mieux conformés pour la vente. Comme on peut le voir là, on est sur une race qui est adaptée au pastoralisme, où on a beaucoup de veaux qui vont naître en estive et il faut que la mère soit capable de s'en occuper sans l'intervention de l'homme. Alors l'une des caractéristiques du veau gascon, c'est qu'il naît brun. C'est une adaptation aussi au milieu sauvage, puisque la couleur brune en fait se camoufle mieux dans l'herbe que la couleur blanche. Donc le veau, quand il est couché, quand il est nouveau-né, on le voit, il est bien camouflé par sa couleur plutôt brune. Et puis avec l'âge, donc en grandissant, sa couleur va virer et il va prendre donc soit la teinte blanche si c'est une femelle, enfin assez blanche, argentée, soit pour les taureaux, cette couleur blanche avec une encolure très noire. Sur l'élevage bovin, il n'y a pas de danger de prédation très important. C'est plutôt un caractère ancien qui a été maintenu dans la race, cette variation de couleur, qu'un réel besoin aujourd'hui dans l'élevage montagnard. C'est qu'on est quand même sur une race rustique. Une race rustique, comme son nom l'indique, c'est une race qui est résistante. Lorsqu'on voit aujourd'hui dans les exploitations ce qui doit être dépensé par les éleveurs pour soigner les animaux, on se rend compte qu'on utilise moins de produits vétérinaires que dans d'autres races, parce qu'elles sont plus dures au mal, donc elles sont plus résistantes aux maladies, ce qui fait que l'éleveur a moins besoin de soigner ses bêtes, enfin de traiter ses bêtes avec des produits pharmaceutiques.
L'élevage de race locale, c'est quand même un trait d'union entre la production et le milieu naturel, puisqu'on est sur des espaces qui sont sensibles et qui sont connus pour leur diversité écologique. Et si on a une telle diversité écologique, c'est aussi parce qu'on maintient les milieux ouverts par le pastoralisme, et c'est aussi un trait d'union avec le tourisme. L'animal fait le lien entre le producteur, le tourisme et le milieu, puisqu'on voit qu'on est dans des zones à fort caractère paysager qui attirent beaucoup de touristes. Quand ils viennent manger, quand ils viennent en randonnée ici ou quand ils viennent en vacances ici, on va leur proposer des produits locaux issus de ces élevages-là, et puis produits locaux qu'on peut aussi leur proposer lorsqu'ils sont chez eux par l'exportation des produits des Pyrénées. L'esprit des Pyrénées, il est aussi diverse que la diversité des vallées. Quand on passe d'une vallée pyrénéenne à une autre, on change en général complètement de paysage, de faune, et on change aussi de culture et d'histoire. Et donc l'esprit des Pyrénées, il est vraiment cosmopolite, il est vraiment très divers. C'est vrai qu'une vallée ariégeoise, l'esprit qu'on va trouver ne sera pas du tout le même que dans une vallée du Pays Basque, par exemple, avec des cultures qui sont fortes. Un Basque n'est pas un Béarnais, un Béarnais n'est pas un Bigourdan, et un Bigourdan n'est pas un Ariégeois. Et que dire des Cathares et des Catalans? Voilà, donc c'est vrai qu'il n'y a pas un esprit des Pyrénées, il y a un esprit par vallée. Ils ont tous leurs problématiques, ils ont tous leur culture locale, leur amour de leur territoire. Ça, quand même, c'est le fil conducteur. Ils ont l'amour des vallées qu'ils occupent. Ils ont l'amour de la culture issue de ces vallées. Hein. On est quand même dans une culture qui est très riche et très vivante. Et ça, c'est le trait d'union entre les vallées. Maintenant, effectivement, pour que les Pyrénéens parlent d'une seule voix, ce sera quand même difficile, quoi, parce que il y a vraiment un esprit valléen qui est très très fort et sans doute beaucoup plus fort que dans d'autres massifs. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'esprit des Pyrénéens, il y a quand même une notion de forte collectivité. On est dans des vallées qui sont difficiles et les agriculteurs de tout temps ont su se réunir pour exploiter ce territoire. On a des systèmes collectifs dans le Pays Basque pour la gestion des estives qui sont uniques en France. Il y a vraiment un esprit local et un ancrage local très très fort. Voilà un peu ce que je peux dire sur l'esprit des Pyrénées. C'est un amour du territoire, un amour des Pyrénées qui est clair, mais un amour de son petit coin de Pyrénées avec ses spécificités bien particulières. Et si les Pyrénées ont une telle richesse en termes de biodiversité, parce que quand on va dans les Pays Basques, on n'a pas du tout les mêmes paysages que quand on va dans les Pyrénées orientales, et ne parlons pas des Pyrénées centrales, on a une telle biodiversité d'écosystèmes, et si on a cette grande diversité, c'est aussi parce qu'on a des cultures qui sont différentes dans les vallées et un paysage qui a été forgé vallée par vallée, indépendamment les unes des autres. On passe d'une vallée à l'autre très difficilement dans les Pyrénées. En général, pour passer d'une vallée à l'autre, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait sortir des Pyrénées et rentrer dans la vallée suivante. D'où le peu de communication entre les vallées. Et c'est ce qui explique aussi cet esprit valléen très fort et pas forcément cet esprit pyrénéen, comme on pourrait parler de l'esprit savoyard ou l'esprit alpin. Vraiment, c'est une culture vallée par vallée. En revanche, un éleveur ovin issu du fin fond du Pays Basque, qui produit son fromage fermier en brebis, en Ossau-Iraty, eh bien, il a les mêmes préoccupations qu'un éleveur bovin de race vosgienne dans les Vosges qui produit son fromage Münster, qui a exactement les mêmes problématiques qu'un éleveur, prenons du Massif central, en Aubrac, qui produit de la viande. Les problématiques, c'est le pastoralisme, le milieu difficile, il fait froid l'hiver, il fait chaud l'été, on a besoin de déplacer les animaux, on a des problèmes d'alimentation, on doit avoir des animaux qui sont robustes, on a exactement les mêmes problématiques. On a des hommes qui sont souvent passionnés, qui parlent de leur métier de façon passionnée, qui sont dans des conditions difficiles. Ce n'est pas les éleveurs qui ont le métier le plus facile en France, hein, les éleveurs de montagne. Et quand on voit cette passion, l'énergie qu'ils mettent à défendre leur métier, leur race, leurs animaux, leur savoir-faire, etc. C'est vraiment extrêmement enrichissant et c'est vraiment motivant de passer des heures et des heures et des heures à essayer de défendre ceux qui sont et ceux qui défendent.
J'ai l'habitude de dire, les éleveurs que j'ai en France qui participent à l'association, à la vie de l'association, je ne ferai pas le métier qu'ils font. J'en aurais pas le courage, j'en aurais pas le courage parce que c'est quand même, il faut être sans doute né dedans ou alors avoir un sacré courage pour se lancer dans ce métier-là parce qu'évidemment on n'a pas les congés comme quand on est salarié dans une boîte dans les grandes villes, on n'a pas les mêmes horaires, c'est une autre vie. Et la richesse dans la constitution de cette association, ça a été de faire parler des éleveurs bovins avec des éleveurs ovins, des éleveurs laitiers avec des éleveurs de viande et qui se sont retrouvés exactement en disant mais oui mais tu parles de ton exploitation comme je parlerai de la mienne. Et ça c'était vraiment passionnant. Quand on regarde dans le paysage agricole aujourd'hui, en général c'est la filière bovine qui parle avec la filière bovine, la filière ovine qui parle avec la filière ovine et finalement les passerelles elles n'existent pas. Et aujourd'hui chaque jour, même si maintenant on a 4 ou 5 ans d'existence puisque l'association a été constituée en 2007, donc on a eu la genèse, la découverte des uns des autres, on a constitué un collectif. Et aujourd'hui on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on dit voilà, on sait qu'on a des valeurs communes qui sont fortes, on a une culture, une passion du territoire, de la montagne, etc. Et maintenant c'est comment on la défend, comment on modernise cette passion pour répondre aux contraintes économiques, environnementales qui se posent à nous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le métier où on est, la sélection animale, on ne travaille pas pour demain. On travaille pour après-demain, voire après. Le travail de sélection, on travaille sur des générations. Pour sortir un animal reproducteur, il faut 2 à 3 ans. Donc on travaille pour faire progresser les élevages à 20 ans. Voilà, donc on travaille sur les enjeux de demain ou d'après-demain. Et c'est ça qui est passionnant. Et ce qu'on veut faire valoir, avant tout, c'est que l'orientation de l'élevage, elle ne doit pas se faire que par l'élevage de la plaine, pour la grande consommation ou même la vente de reproducteurs à l'international, elle est faite aussi pour la production locale, attachée à un territoire, attachée à des produits de qualité, comme c'est souvent le cas en montagne. Est-ce que c'est vital? Peut-être pas, mais c'est important de renforcer la complémentarité tourisme, production agricole, surtout sur des espaces naturels, puisque on tourne autour de la question de la multifonctionnalité de l'espace, de la notion de partage de l'espace. On a un espace qui a plusieurs vocations, vocation de production, vocation naturelle, mais aussi vocation touristique. Donc pour que l'espace soit partagé de manière collégiale,
végétal par tous les utilisateurs. Il faut qu'il y ait un maximum d'échanges entre les différents acteurs de ce territoire pour que ça se passe au mieux. Maintenant, il y a beaucoup d'éleveurs aujourd'hui qui ont une activité complémentaire touristique. Le lien est de plus en plus fort puisqu'on voit que dans les exploitations agricoles de montagne, on a de plus en plus de diversification. La diversification, elle peut se faire sur l'exploitation agricole directement, en faisant de l'accueil à la ferme, soit sur de la restauration, soit sur du gîte. Et dans ce cas-là, on a une communication entre les éleveurs et les touristes, soit sur la vente directe sur des marchés. Dans la race gasconne, par exemple, on a une démarche collective qui s'appelle le Cadet Gascon. Dans le cadre du Cadet Gascon, c'est des éleveurs qui vendent en direct la viande, qui vendent leurs produits sur les marchés ou directement sur leur ferme. Soit elle se fait par des emplois saisonniers. On a beaucoup d'agriculteurs qui vont se retrouver, notamment perchman, dans les stations de ski. Ça peut être un moment pour ces éleveurs qui sont issus de ces territoires-là de communiquer auprès du touriste, même si c'est dur effectivement de communiquer lorsqu'on tend une perche à un skieur. Mais à mon avis, il y a quand même ces territoires à fort caractère touristique et à fort attrait touristique. Il faut les cultiver, faire en sorte qu'on ait de plus en plus de liens entre l'occupation agricole de ces territoires et l'occupation touristique pour vraiment rappeler les fondamentaux qui sont que ces paysages et ces territoires, on peut en profiter au niveau touristique parce qu'on a des hommes qui l'entretiennent pendant les périodes creuses de l'année où les touristes ne sont pas là. Et si on a du tourisme l'été et l'hiver, au printemps et à l'automne, on a de l'élevage, notamment. On est sur le plateau de Beille, on a la race gasconne tout autour de nous qui exploite ces territoires qui sont utilisés l'hiver pour du ski de randonnée. Donc on voit que l'herbe est rase. Si elle est rase, c'est parce qu'il y a du pâturage et ça permet de fixer la neige pour les touristes qui viennent là l'hiver et qui profitent de cette station de ski de fond. Donc un lien entre la race gasconne et ce plateau de Beille qui est important. Autour de nous, bon, là on en voit moins, mais on a des randonneurs qui profitent aussi du paysage et c'est ça qui est important. C'est l'élevage, les races locales et l'élevage au service aussi du territoire et que ce territoire puisse servir à tout le monde, à la fois pour le tourisme, mais aussi pour produire des produits de qualité qui feront plaisir aux gens qui viennent les consommer sur place et qu'on espère qu'ils pourront acheter lorsqu'ils retourneront chez eux en se faisant plaisir dans leur vie de tous les jours. Le collectif des races locales de Massif appartient aussi à un autre réseau, c'est un réseau qui s'appelle Terroirs et Cultures, donc qui est une association qui est constituée d'un réseau de scientifiques, d'agriculteurs et puis de personnalités de la société civile et qui est patronnée aujourd'hui par l'UNESCO et qui défend la notion de terroir, alors qui est plus large que la notion de terroir élevage. Bon, c'est plutôt une association qui est partie du vin justement, puisque c'est là où la notion de terroir est le plus fort et qui s'est étendue petit à petit pour aussi couvrir la notion de terroir sur l'élevage. Une notion de terroir dans l'élevage, c'est plus compliqué, parce que notamment lorsqu'on parle d'un terroir, on parle d'un terroir comme un secteur parcellaire bien délimité. Et en fait, quand on est dans l'élevage, le terroir, il peut être grand. On peut avoir des exploitations qui sont en plaine, voire dans les vallées, voire en plaine, mais qui vont exploiter les hauts sommets, avec des kilomètres de distance entre les deux. Et ce qui est important de rappeler, c'est qu'effectivement, lorsqu'on a des actions dans les vallées qui fragilisent ces exploitations, on a surtout des conséquences dans le haut aussi, puisque si on fait disparaître des exploitations en bas, on fait disparaître des animaux qui entretiennent ces espaces en altitude. Et donc le CORAM, le collectif, il défend cette notion de terroir étagé, de complémentarité plaine montagne dans la production agricole et dans l'entretien des territoires élevés. L'association Terroir et Culture, elle va aller plus loin que ça. Elle va défendre la notion de terroir comme modèle de développement économique pour des pays en voie de développement
modèle de développement économique alternatif par rapport aux grands modèles que sont le développement de grandes filières agro-industrielles alimentaires. Hein, c'est-à-dire qu'on va prendre un petit territoire, on va demander aux hommes de se réunir, qui entretiennent et qui font vivre ce territoire, de se réunir pour voir un petit peu qu'est-ce qui les unit, quelle est leur production, quelle est la production qui les fait vivre, qu'on peut mettre en avant, qu'on peut valoriser, pour constituer des produits qui permettent à ces territoires de se développer. Un produit, c'est du goût, c'est de la vie, c'est du cœur, c'est de la vue, c'est des moments de plaisir. Quand on revient chez soi, on trouve la viande qu'on a pu manger dans un petit restaurant en montagne ou en refuge d'altitude. Elle aura plus de goût, plus de saveur qu'une viande achetée en barquette en supermarché complètement anonyme. Et c'est exactement pareil dans le vin et c'est exactement pareil pour les fromages. Je vais prendre l'analogie du vin qui est quand même très importante. Dans le vin, en France, on a une culture du vin très latine. La notion de terroir, elle est vraiment attachée avant tout au vin. Quand on boit un vin, souvent, quand les gens boivent un vin ou servent un vin à table, ils servent aussi à un terroir, ils servent un vin qui est attaché à un territoire où ils sont peut-être allés en vacances. Ils ont une image derrière la tête, ils n'ont pas que le produit, ils ont aussi l'image. Et ça, dans l'élevage, ça n'existe pas assez aujourd'hui. Lorsqu'on mange un fromage, notamment un fromage pyrénéen ou une viande pyrénéenne, on n'a pas forcément l'image c'est une viande que j'ai pu goûter quand je suis allé en vacances cet été ou cet hiver dans ces lieux-là. On a un vrai souci au niveau pyrénéen là-dessus, sur les filières, c'est que dans les grands centres de vacances, etc., finalement, on ne valorise pas assez bien les produits de l'agriculture pyrénéenne sur les Pyrénées au niveau du tourisme. Et là, il y a aussi un manque, et c'est ce qu'on cherche aussi à développer au niveau de l'association. Notre travail au niveau du collectif, c'est vraiment de communiquer auprès du grand public sur l'importance d'une agriculture de montagne attachée à un territoire, attachée à des pratiques et à des pratiques anciennes, hein, des pratiques qui ont un ancrage fort dans la culture montagnarde, de mettre en avant cette agriculture pour bien faire prendre conscience aux consommateurs que sans consommation de ces produits qui sont un peu plus chers, cette agriculture est vouée à disparaître. D'un autre côté, c'est aussi un travail pour faire en sorte que les éleveurs se mobilisent, travaillent, s'adaptent pour renouer le lien avec le grand public et la société civile, ne pas couper le lien qu'on a. Hein. Maintenant, la société civile, elle est surtout urbaine, dans la connaissance du grand public. Hein. Il y a peu de liens qui se font aujourd'hui entre production agricole et société civile, et notamment société urbaine. Les seuls contacts qu'on a entre monde agricole et société urbaine, elle se fait au travers du tourisme, et en général, il y a peu de communication entre les deux mondes, mis à part les rencontres que l'on peut avoir dans les foires agricoles qui sont organisées en été, ou l'accueil à la ferme, etc. Produits de qualité, j'ai cité des AOC, j'ai cité l'AOC Bailrech-Gaverny, j'ai cité des IGP, indications géographiques protégées, comme l'agneau des Pyrénées ou l'agneau de lait des Pyrénées qui est produit dans le Pays Basque. Il y a des labels rouges, qualité gustative avant tout, puisqu'ils sont certifiés, ils répondent à des critères de qualité du produit. Mais il y a aussi toute une qualité environnementale, celle-là qui n'est jamais mise en avant, jamais vendue, et pourtant qui existe. Moi j'ai l'habitude de dire, quand je me déplace au Salon de Paris, où on est présent chaque année, devant le grand public parisien, ben oui, un label rouge, une viande de qualité, ça coûte beaucoup plus cher, une viande AOC, ça coûte plus cher. Lorsqu'on produit un produit de qualité, notamment un label, on a des cahiers des charges qui sont bien précis, on ne peut pas donner n'importe quoi aux bêtes. Hein. Il y a notamment des critères en général de localisation de la production. Dans l'Osso Hirati, par exemple, on va avoir dans le cahier des charges AOC, on va avoir des critères de pourcentage de l'alimentation des animaux qui est produit sur le site de l'exploitation ou qui est issu des estives pyrénéennes. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas acheter de l'aliment à bas prix, par exemple, pour nourrir ces animaux qui permettraient de réduire ces charges. Donc on a des critères de chargement, on a des critères de production, des critères de transformation fromagère qui font que on a forcément des coûts un peu plus importants que sur de la production standard. Bon, faire de la production standard en montagne, c'est une hérésie. On ne pourra jamais produire au même prix des produits en montagne comme on produit en plaine, de toute façon.
Donc on est obligé de se mettre sur des créneaux de qualité. Si on veut être sur des créneaux de qualité et des produits de qualité, forcément on a des contraintes d'exploitation en termes d'alimentation, en termes de production qui sont plus fortes et donc qui engendrent des coûts et donc qui doivent se retrouver au travers du prix. Voilà, doucement. Fais tout doux. Non. C'est ça là. C'est pas trop propre la vache. T'as fait un bisou à la vache? Alors effectivement, on a démontré aussi que des bêtes qui vont en estive, qui pâturent des estives sur lesquelles il y a une diversité florale, va donner de certaines spécificités gustatives, plus dans le fromage que dans la viande. Mais, vous avez une garantie du produit que vous consommez, une garantie gustative, vous avez forcément des produits de qualité dans la barquette ou même dans le fromage que vous achetez. Mais vous achetez un petit peu aussi du territoire, du paysage que les gens aiment visiter en été, en randonnée, ou visiter en hiver pour faire du ski. Cerco masticare i fiori, molti scordati lavora, quanti castagni musetta, non ne resta più ancora, Caterizzi bella macchia, anche l'oglia della luna. L'occhio verso capo in macchia, quando lo peso misura, a questo ammoratero, paghi mesi e paghi dura, perché questo a due e mari, una piatta che l'altra ora. Quando ritorni la sera, canta mulatero, va senza un cane d'amore, invece di sul mistiero, tra maristi di rege, di Francia col ministero. Comment le pastoralisme et ce qu'on peut appeler l'agriculture territorialisée, attachée à un territoire, doit s'inscrire dans la mondialisation. Pour nourrir la planète, de toute façon, on aura toujours besoin d'une alimentation pas trop chère, mais de toute façon, la préservation de la planète et l'alimentation humaine devra aussi passer par la mise en avant de ces secteurs fragiles qui ont toute leur place dans l'alimentation humaine pour une meilleure alimentation de qualité. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut placer le débat, c'est comment les territoires, ou même ce qu'on peut appeler les terroirs montagnards, peuvent s'adapter pour répondre aux grands enjeux de la planète, qu'ils soient écologiques mais aussi alimentaires, sans disparaître face à la concurrence des grandes firmes agroalimentaires et la consommation de masse. maestoso che l'abbia si scappa. Rosa vicino c'è il vecchio mercare,
Au niveau de l'association, aujourd'hui on est très franco-français, hein, c'est-à-dire qu'on a déjà suffisamment à faire pour essayer de convaincre les politiques français ou même les grandes institutions agricoles pour travailler au niveau français. Ce qu'on sait, c'est qu'on a un niveau européen qui est extrêmement important, et notamment dans ces périodes de révision de la politique agricole commune. Il est sûr que si on veut faire entendre le message des races locales de montagne, les races françaises, toutes seules n'arriveront pas à défendre ça. Donc on a besoin de développer des réseaux, parce que les problématiques qu'on trouve dans les Pyrénées françaises, elles vont se retrouver du côté espagnol pour certaines, voire amplifiées. C'est-à-dire qu'en France, on a encore la chance d'avoir une diversité de races très très importante. Et ça, c'est dû à une politique qui a été mise en place dans les années 50 pour conserver cette diversité génétique des races. C'était l'État français qui était responsable de la sélection génétique en France, des sélections raciales, ce qui a permis de conserver cette diversité génétique. En Espagne, ce n'était pas du tout le cas. Donc en Espagne, on a des grandes races, et souvent c'est les grandes races françaises qui sont importées par l'Espagne pour produire les produits espagnols, et puis on a des races en conservation. Mais l'étage intermédiaire, il n'existe pas aujourd'hui, ou il n'existe plus. Donc le vrai problème, c'est cette notion de race intermédiaire. Il existe en France, il existe moins en Espagne du côté pyrénéen, mais par contre, si on va sur d'autres massifs, évidemment, on retrouvera des synergies avec d'autres pays européens, et sur l'agriculture de montagne et sur des races de montagne. Ce que j'espère, c'est qu'on reconnaisse les races ancrées à un territoire à leur juste valeur. Aujourd'hui, on est un peu une caricature dans les races. Aujourd'hui, grosso modo, quand on écoute, y compris dans les instances agricoles, on a les races à vocation économique qui sont les grandes races spécialisées à vocation internationale. On veut exporter des reproducteurs, des semences, des doses d'insémination artificielle, etc. Ça représente 6 races bovines et 1 ou 2 races ovines. Et puis après, d'un autre côté, on a les races en conservation qui, elles, en général, on ne dépasse pas plus de 9000 individus dans ces races-là. Et bien nous, ce qu'on dit, c'est que non, entre les deux, on a un élevage, on a des races qui ont une vocation économique, au même titre que les grandes races à vocation internationale, mais qui ont une vocation beaucoup plus locale, plus attachée à un territoire, plus attachée à des produits de qualité, et qui ne sont pas des races en conservation, c'est bien des races à vocation économique. La Gasconne, c'est une petite race, 20 000 vaches au total, c'est pas beaucoup. Mais derrière, il y a une filière, hein, il y a une filière viande, il y a des hommes, il y a des éleveurs qui en vivent et qui en vivent bien. Voilà, on n'est pas dans de la conservation comme dans un musée, on vit de son travail. Et ce créneau-là, aujourd'hui, c'est ça qu'on veut faire vivre, c'est cette notion-là qu'on défend, et c'est cette notion-là qu'on veut voir grandir, l'agriculture locale pour le consommer local. Et aujourd'hui, le collectif, il est là aussi pour rappeler que on doit avoir un lien avec la société civile pour bien rappeler que l'agriculture de montagne telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, notamment au travers du pastoralisme, elle est parfaitement adaptée à ce territoire-là, elle entretient ce territoire, elle fait vivre des familles dans ces zones-là, et c'est une agriculture à protéger, à préserver, à défendre, et notamment en ayant une consommation citoyenne, une consommation de ces produits issus de ces territoires montagnards.